Et c'est le moment de retrouver les experts Manhattan ce matin avec vous, Thomas Soto, à New York donc, puisqu'une des particularités de cette élection, eh bien, c'est que les deux candidats vivent à New York, leurs QG sont à New York. C'est là-bas qu'ils vont attendre les résultats la nuit prochaine. Et Thomas, vous avez pu pénétrer dans un lieu quasi inaccessible, c'est la Trump Tower, la tour Trump. Oui Maxime, et pour y arriver, il faut se rendre tout près de Central Park. Alors on prend la 5e avenue, c'est la plus prestigieuse de la ville. Et là d'un coup, au numéro 721, se dresse la Trump Tower. En bas, devant les portes d'entrée, il y a quelques supporters du candidat républicain. Ils sont pas très nombreux, une dizaine tout au plus. Ce sont des purs et durs, ils font la claque pour leur champion. À l'image d'Edward, qui porte bien sûr la casquette floquée du slogan de Trump, Make America Great Again, autrement dit, rendre sa grandeur à l'Amérique. Il n'y a pas eu de leader digne de ce nom aux États-Unis depuis Ronald Reagan. Notre pays sombre depuis qu'il est parti en 1989. Bon alors, ce qu'Edouard oublie de nous dire, c'est que les enfants de Ronald Reagan ont dit clairement que leur père n'aurait jamais voté pour Donald Trump. On entre dans le bâtiment, là c'est le cœur du réacteur, c'est ici donc que se trouve le QG de campagne du candidat républicain, c'est aussi là qu'il vit. C'est sa maison, c'est là qu'il a élevé ses enfants, c'est là qu'il élève encore son fils. C'est Rosine qui nous parle, cette franco-américaine d'une 60aine d'années a fait toute la campagne de Trump dans le Tennessee. C'est elle qui nous fait traverser ce vaste hall, ici tout n'est que marbre, brillance, une fontaine murale d'un côté, un magasin qui vend les bijoux d'Ivanka Trump, la fille de Donald de l'autre. Dans un coin, une vitrine propose des t-shirts, casquettes et même des babygros à l'effigie du héros, de l'icône Trump, l'homme qui se sacrifie pour l'Amérique. Il a mis en jeu son argent. Pourquoi ? Vous croyez que ça l'intéresse beaucoup d'aller vivre à la Maison Blanche quand vous pouvez habiter le Trump Tower et vous avez une maison à Mar-a-Lago, vous en avez une autre 50 et quelques millions de dollars à Saint-Martin. C'est pas exactement une promotion que de rentrer dans la Maison Blanche pour habiter tous les jours. Donc pour lui, il fait un sacrifice. Rosine va maintenant nous permettre d'accéder à la zone interdite de la tour, les étages. Où est-ce qu'on va ? On va au 63e. Bonjour monsieur. C'est là que vit et nous attend George Lombardi. C'est quasiment un ami de 30 ans de Donald Trump. Quand vous entrez dans son appartement, vous avez un Picasso sur la droite, un vrai, et puis de l'autre côté, des photos dédicacées par les deux présidents Bush, George Herbert et George W. Bush. Et puis en face, une vue imprenable, une vue incroyable sur Central Park et tout le nord de New York. C'est presque la même vue que la M. Trump, parce qu'on est en 63 et M. Trump, il est à 66 et 67. 3 étages au-dessus. Ouais. Et vous le croisez souvent dans l'ascenseur, tout ça ? Tout le temps. Au détour de la conversation avec George, on découvre que Donald Trump a eu un modèle surprenant. J'ai fait quelque chose avec M. Berlusconi il y a 20 ans et M. Trump il me demandait « Mais comment c'est M. Berlusconi, comment un milliardaire qui fait la politique ?» Il était très intéressé à M. Berlusconi il y a déjà 20 ans. Trump, George l'a reçu à dîner ici même, dans la pièce où nous nous trouvons. Oui, beaucoup de fois. On a même fait une petite fête ici dans mon appartement avec un monsieur, ça s'appelait Bill Clinton. Dans cet appartement ? Oui, monsieur. Trump le généreux, Trump le convivial, Trump et son sens du sacrifice. Mais il a bien des défauts quand même, ce Donald Trump. Bon, son grand-père il était allemand, alors il est un petit peu dur. Et sa mère, elle était d'Écosse. Et alors, quand il vient avec l'argent, il est très écossais. Un peu radin ? Un petit peu. Ce soir, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais rester ici. Si on va gagner, on va offrir le champagne. Et sinon, on va offrir le vin blanc. Voilà pour cette plongée au cœur du Trumpisme, Maxime, réalisée avec Xavier Yvon et Victoire de Rinxin. Ah si, Maxime, un détail quand même. Si des fois vous étiez tenté d'acheter un pied-à-terre dans cette Trump Tower, il faut compter environ 50 000 $ le mètre carré. Oui, 50 000 $ le mètre carré. Une broutille, votre affaire. En tout cas, le match entre les deux candidats est serré. Thomas, on était à l'instant avec vous dans le camp Trump. On passera de l'autre côté à 7h45 dans le camp Clinton, puisque nous recevrons Mélane Verver. Elle a été la chef de cabinet d'Hillary Clinton pendant des années. Elle la connaît très bien. Mais tout de suite, Thomas, on retourne à New York avec vous pour le vrai-faux. Le vrai-faux ici à New York avec Géraldine Vosner. Good morning Géraldine, bonjour. Good morning Thomas. Vous êtes avec nous ici à New York avec vue imprenable sur Times Square. Premier vrai-faux, est-ce que dans cette élection, c'est celui qui rassemble le plus de voix qui est élu ? Faux Thomas, vous savez qu'on parle d'un suffrage
indirecte. Dans chaque État, proportionnellement à sa population, les gens votent pour désigner de grands électeurs. Il y en a 538 en tout, 3 dans le Montana, 55 en Californie. Et pour être élu, il faut en rallier 270. Donc il est possible de remporter la course dans une majorité d'États sans compter le plus de voix populaires. C'est ce qui est arrivé à George Bush en 2000, élu président alors qu'il avait 1,5 million de voix de moins que son concurrent Al Gore. En cas d'égalité parfaite entre les concurrents, 269 délégués, là c'est la Chambre des représentants qui doit trancher, mais c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire, il y a près de 200 ans. Alors Géraldine, les bureaux de vote vont ouvrir dans moins de 5 heures maintenant. Tout le monde peut voter ici. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, Thomas. Il y a 241 millions d'Américains en âge de le faire et 200 millions cette année, c'est un record, se sont enregistrés sur les listes électorales. C'est une obligation pour pouvoir remplir son bulletin, mais pour s'enregistrer, il existe des règles différentes selon les États et qui sont d'ailleurs régulièrement contestées. Il faut soit se rendre dans un bureau de vote à une date donnée, présenter une pièce d'identité avec photo. Beaucoup d'Américains n'en ont pas. Et dans certains États républicains, les anciens prisonniers sont privés de droit de vote. Ça représente quand même 6 millions de personnes. Donc non, tout le monde ne peut pas voter et tout le monde ne souhaite pas le faire d'ailleurs. La participation a plafonné à moins de 54% en 2012, 58% en 2008 avec l'élection d'Obama et c'était un record. Bon, est-ce qu'il y a des signes que ça va changer cette année ou pas? C'est possible, Thomas. Au moins 45 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation. Parmi eux, beaucoup d'Hispaniques, nettement plus qu'en 2012 d'ailleurs, en Floride, en Caroline du Nord, dans le Nevada, ce qui pourrait favoriser Hillary Clinton dans ses États clés. Dernière question, Géraldine. Il paraît qu'on peut revoter, ça c'est faux, évidemment, on peut pas revoter. Eh bien si, c'est vrai, Thomas. Alors pas partout, mais dans 6 États, à New York par exemple, vous pouvez changer d'avis si vous avez voté il y a 3 semaines par correspondance. On y retourne et on change d'avis. On y retourne. Et même dans le Connecticut, vous pouvez voter Trump à 8h du matin et changer votre vote pour Clinton à 10h. Ou l'inverse. Merci beaucoup Géraldine Vosner. Voilà Maxime. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure dans le journal de 8h. Et je vous rappelle que la nuit prochaine, ce sera la nuit américaine sur Europe 1 dès minuit et ce jusqu'à 9h. À tout à l'heure Maxime. À tout à l'heure, Thomas Soto à New York pour Europe 1.